Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Didier Livio, le président de Foodpilot, qui accompagne le secteur agroalimentaire dans le pilotage et la mesure des actions RSE. Notre débat, il portera sur la réélection de Donald Trump. Quelles conséquences pour l'environnement? À quel programme les États-Unis pourraient-ils renoncer? Quel projet de forage va-t-il relancer? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez Water Connect qui fabrique des oasis de fraîcheur pour nos villes. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite. L'invité de Smart Impact, c'est Didier Livio. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président, le fondateur de Foodpilot. Donc vous travaillez avec le secteur agroalimentaire, les entreprises du secteur agroalimentaire, en leur proposant quel service? C'est quoi Foodpilot? Nous travaillons avec le secteur agricole et agroalimentaire. C'est-à-dire que le service que nous proposons vise à piloter la totalité de la chaîne alimentaire, depuis les pratiques agricoles à la parcelle ou dans les bâtiments d'élevage, jusqu'à les emballages et le produit final qui arrive chez le consommateur. Et ce pilotage, nous le faisons à partir de données réelles que nous téléchargeons tout au long de la chaîne pour fabriquer des calculs d'impact permettant à tous les acteurs tout au long de la chaîne, depuis l'agriculteur à sa ferme jusqu'à l'industriel final, de savoir exactement ce qui se passe sur le plan environnemental et social, et de ce point de vue-là, engager des modèles de transition vers des modèles économiques durables. Ça a demandé pas mal de recherche et développement pour aboutir au service que vous proposez aujourd'hui? Oui, pour ma part, ça fait plus de 40 ans que je travaille sur les questions de développement durable, et il y a une vingtaine d'années, chez un certain nombre de clients agroalimentaires, nous avons imaginé, à l'époque la technologie n'était pas celle d'aujourd'hui, nous avons imaginé ce que pourrait être une plateforme qui permettrait de piloter sur data réelle. Pourquoi ? Parce que si nous voulons transformer les modèles de production vers des modèles durables, il faut savoir quelles sont les actions qu'il faut mettre en œuvre pour enclencher la transition, et ces actions, chacune, quels impacts environnementaux, sociaux et économiques elles ont. Et donc la difficulté, le nœud du problème était de savoir où étaient les datas qu'on allait télécharger et comment les télécharger automatiquement là où elles se produisent en fait. Et effectivement, on a beaucoup travaillé là-dessus, une dizaine d'années, pour finalement créer Foodpilot avec un très bon niveau de maturité en 2023. Vous parlez de data réelle. Ouais. C'est quoi la différence? Alors la différence, c'est la différence entre une data déclarée et une data réelle. La plupart des systèmes permettant de piloter la transition aujourd'hui se font sur des déclarations qui peuvent être sujettes à caution. Les acteurs sont plutôt de bonne foi et honnêtes, mais elles peuvent être sujettes à caution par crainte du greenwashing, etc. Et tous les observateurs, que ce soit des analystes extra-financiers ou des ONG ou les pouvoirs publics, peuvent se demander si les déclarations sont bonnes ou pas. Le téléchargement de data réelle, c'est d'aller chercher la data là où elle est. Par exemple, les Farm Management Systems, donc qui sont des outils informatiques qui permettent aux agriculteurs de travailler. Il y en a 4 en France. Bon, dans 2 d'entre eux, que sont SMAG et Mes Parcelles, on peut aller chercher les pratiques agronomiques au moment, le soir, on a les pratiques agronomiques de la journée. Dans la comptabilité, grâce à des partenariats avec des cabinets d'expertise comptable, on peut avoir accès à des factures qui vont nous donner la consommation énergétique, par exemple, ou les achats de matières premières, ou les achats d'engrais, les intrants, etc. Voilà. Donc, c'est ça la data réelle par rapport à une data déclarée. Et donc, à partir de ces data réelles, on va produire des indicateurs d'impact que les professionnels tout au long de la chaîne vont pouvoir vérifier et publier. Et dans notre plateforme, Veritas intervient pour assurer en plus, c'est une double sécurité, la qualité de la publication de la data finale. En fait. Et alors vous parlez aussi parmi les innovations de systèmes semi-spécifiques. Je pose toutes les questions de curieux, c'est quoi un système semi-spécifique? Le système semi-spécifique, de la façon la plus simple possible, il existe des systèmes dits génériques. En particulier, l'État français a créé une base de données avec l'ADEME qui est formidable, qui s'appelle Agribalise. Dans Agribalise, vous avez, si vous êtes un industriel de l'agroalimentaire, le poids environnemental d'un litre de lait, d'un kilo de blé, d'un kilo de tomates. Mais c'est générique au sens où le poids environnemental du kilo de tomates, il est fait sur les pratiques les plus répandues agricoles de la tomate en France. Mais comme ces pratiques sont de plus en plus variées, depuis le bio jusqu'à des pratiques agroécologiques, etc., la question c'est
comment se différencier par rapport à ces data génériques. Deuxième solution, les data spécifiques. Et là, ce qu'on fait, c'est des analyses de cycle de vie, mais qui coûtent très cher. C'est-à-dire sur chaque produit alimentaire, vous faites une analyse de cycle de vie qui va coûter entre 20 et 30 000 euros par produit. Donc quand vous avez des milliers de produits, c'est pas possible. Impossible. Et nous avons inventé, dans le cadre du travail avec l'État sur l'affichage environnemental, le système dit semi-spécifique. Qu'est-ce que c'est? Si vous prenez une tranche de jambon, sur une tranche de jambon, depuis l'alimentation animale qui va nourrir les porcs jusqu'aux emballages, la fabrication des emballages, si nous voulons transformer la chaîne du porc, il faudrait toucher à 850 pratiques à peu près. Or, le système semi-spécifique nous dit qu'avec 12 pratiques, nous atteignons 90% des impacts de la tranche de jambon. Donc, ça permet de concentrer les acteurs sur les 12 pratiques à plus fort impact. Ça demande des analyses scientifiques et techniques. Et nous le faisons sur tous les produits alimentaires et sur toutes les chaînes alimentaires. Ouais, c'est ça, vous avez identifié 12 fonctionnalités On a identifié, en fait, sur chaque filière alimentaire, nous identifions les pratiques à plus fort impact. C'est ça. Et ces pratiques à plus fort impact, nous les proposons aux acteurs pour concentrer leur action sur ce qui va leur permettre d'obtenir le plus de résultats et accélérer la transition. Ouais. Alors, j'allais vous poser une question, mais qui est beaucoup trop générale. Le levier de durabilité le plus efficace, en fait, ça va dépendre de chaque métier, de chaque secteur. Parce que moi, je pense par exemple souvent à la direction des achats dans une entreprise. Là, la réponse, elle peut être que multiple? Non, il y a deux grandes réponses que je peux vous faire. Globalement, sur tous les produits alimentaires que nous mangeons tous en France ou dans le monde, la part agricole, par rapport à la part des transports, la part industrielle, etc., la part agricole représente, selon les filières alimentaires, carnées ou pas carnées, entre 60 et 90% des impacts. Okay. Donc déjà, quand vous avez un produit alimentaire dans votre assiette, l'agriculture va représenter 60 à 90% des impacts. Et quand on regarde ensuite qu'est-ce qui se passe au niveau de l'agriculture, les intrants vont représenter souvent quasiment la moitié, voire plus, des impacts de l'agriculture. Et puis ensuite l'énergie. Et avec ces deux postes-là, vous avez l'essentiel des émissions. Alors, je vous le dis de façon générique, parce que si on séparait maintenant les filières végétales et les filières animales, on aurait des impacts qui seraient différenciés encore plus fins. Mais en gros, il faut retenir ça. Les intrants, l'énergie, et par ailleurs, l'agriculture fait 60 à 90% des impacts d'un produit alimentaire. Il y a l'actualité de la CSRD au niveau français et européen, évidemment, c'est une directive européenne, ce bilan extra-financier que toutes les entreprises vont devoir publier étape par étape, là pour l'instant sur les très grandes, puis les ETI, puis toutes les PME cotées. Il y a certains de vos clients qui sont dans cette démarche déjà aujourd'hui? Oui, bien sûr. Un certain nombre de nos grands clients sont soumis à la CSRD. Et merci de cette question, parce qu'elle est importante. Vraiment, au moment où nous voyons le gouvernement peut-être se replier sur cette question ou vouloir la retarder, vraiment ce serait une immense bêtise. Parce que les entreprises s'y préparent depuis 2 ans maintenant, elles sont prêtes. Et quand on cumule en France et en Europe le cadre réglementaire dont nous disposons depuis 20 ans, la CSRD qui crée un cadre de reporting extra-financier qui va permettre de comparer les entreprises et qui est pas si compliqué à mettre en œuvre. Et les lois sur le devoir de vigilance, on a un cadre maintenant qui va nous permettre vraiment de voir les modèles économiques se transformer. Et les entreprises sont prêtes. Depuis 10 ou 20 ans qu'elles y bossent, elles sont prêtes aujourd'hui. Donc il faut laisser faire ça. Donc la CSRD, ce serait une prime à ceux qui n'ont pas bossé, même d'une certaine façon. C'est une prime, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une prime à ceux qui n'ont pas bossé. Et c'est finalement mettre un coup sur la tête à tous ceux qui se préparent depuis 2 ans et qui s'y préparent vraiment. On a beaucoup de nos clients et on accompagne ça, qui s'y préparent avec certaines inquiétudes, mais vraiment avec envie, avec le sourire. Ces chaînes-là sont en train de se transformer positivement. Oui, en plus, on peut être dans ce discours un peu positif qu'on cherche pour embarquer le plus possible nos concitoyens dans cette transformation. Oui, moi vraiment, qui fais ce métier depuis 40 ans, depuis 10 ans, je suis heureux de voir les choses se transformer positivement. Il n'y a plus une seule filière dans laquelle il n'y a pas 1, 2, 3, 4 leaders qui sont à l'œuvre pour transformer la filière. Et vous pensez que la CSRD, c'est un accélérateur? Ah oui, c'est un accélérateur. Oui, c'est un accélérateur pour 2 raisons. Parce que ça donne un cadre qui oblige à la transition et un cadre qui permet la comparaison entre acteurs dans le même secteur d'activité. Et quand il y a comparaison, il y a concurrence positive.
Effectivement. Vous avez annoncé en janvier dernier une levée de fonds de 4,5 millions. Donc vous en êtes où là du développement de Foodpilot? On est à quelle étape aujourd'hui? Bon, nous avons bien avancé puisque première année d'exercice 2023, grâce à notre connaissance du secteur et à nos réseaux dans le secteur, nous avons fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Cette année, 900 000 en 2024, là, donc on a triplé le chiffre. On devrait faire, parce qu'on est dans des métiers où le chiffre d'affaires embarqué se prolonge, nous devrions faire 2,2 millions, je pense l'année prochaine, et on est sur une tendance à 5-7 millions en 26-27, mais les 2,2 millions sont assez sécurisés, donc finalement on sera passé en 2 ans de 300 000 à 2,2 millions, c'est pas mal. Donc c'est effectivement une belle progression. Merci beaucoup Didier Livio. Et merci à vous. Merci sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, les conséquences du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact, on analyse les conséquences du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en matière environnementale avec Virginie Derue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de la recherche en investissement responsable chez AXA IM. Neil Makarov, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur de Stratégique Perspective et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Bon, on va commencer en disant que la réélection de Donald Trump, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle pour la lutte contre le réchauffement climatique ou la préservation de la biodiversité. Peut-être en rappelant Virginie Derue ce qu'il a promis déjà pendant sa campagne électorale. En général, il essaye de tenir ses promesses. Oui, tout à fait. Voilà. C'est un peu notre souci. Donc, il a promis un repeal de l'IRA, l'Inflation Reduction Act. Il a promis une dérégulation tous azimuts et il a promis de forêts à tout va. Sur le marché américain. Donc, nous, on pense qu'il faut quand même nuancer un petit peu certains dossiers, certains éléments, à la fois concernant l'IRA et puis très certainement le forage à tout va. Alors, on va détailler tout ça, mais vous pensez qu'il y a des garde-fous malgré tout, parce que si on analyse, alors c'est plus une analyse un peu politique, mais du fonctionnement de la Maison-Blanche, le premier mandat, il ne s'était pas totalement préparé et il y a eu un certain nombre de hauts fonctionnaires dans son staff qui ont freiné un certain nombre de décisions. Là, on se dit qu'il va aller plus vite et plus fort dans ce qu'il a prévu de faire. Alors, ça, tout à fait, c'est très clair. Donc, il y aura des impacts, notamment, je pense, sur le volet environnemental. Mais sur le secteur du pétrole et du gaz, je pense que c'est très différent. Sur le pétrole notamment, la situation, c'est quand même aujourd'hui une situation qui est proche de la surcapacité. D'accord ? Donc, ce n'est pas du tout dans l'intérêt des producteurs américains d'aller ouvrir les vannes et de forer à tout va. Donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'a déclaré plus ou moins un acteur comme Exxon, qui n'est pas le plus petit des acteurs américains, qui a insisté sur le fait qu'aujourd'hui, pour le secteur, le sujet, c'était une discipline, coût, le respect de seuil de rentabilité. On va rester sur cette thématique des forages, puisque effectivement, il y avait cette phrase que Donald Trump a répétée tout au long de la campagne, drill, baby, drill, fort, forer. Et puis il y a cette autre citation lors de son discours après la victoire, nous avons plus d'or liquide que n'importe quel autre pays dans le monde, plus que l'Arabie Saoudite, ou la Russie. Neil Makarov, c'est... donc potentiellement, on se dit gaz de schiste ou pétrole de schiste à tout va. Peut-être que ça va être un peu plus compliqué que ça, en fait. En réalité, se retourner vers l'ancienne économie du gaz, du pétrole et du charbon, ça serait extrêmement coûteux pour l'économie américaine, parce que l'Inflation Reduction Act de l'administration Biden a investi massivement dans les nouvelles technologies vertes, les panneaux photovoltaïques, les batteries, les éoliennes. Et revenir en arrière, ça serait coûteux notamment pour les États républicains. 80% des investissements de l'IRA américain sont allés dans des États comme le Texas, par exemple. Et ça a permis de créer 330 000 emplois dans l'industrie verte. Donc, revenir quelque part sur le secteur du pétrole, du charbon et du gaz,
c'est un peu un non-sens économique pour l'économie américaine. Ça veut dire que ces nouvelles usines dans le secteur du photovoltaïque, de la batterie électrique, etc., elles seraient menacées de fermeture potentiellement si la production de pétrole repartait à la hausse? A priori, elles sont déjà bien implantées, donc ça risque d'être difficile de les fermer, mais elles pourraient être fragilisées. Et il faut savoir que ça laisserait quelque part le champ libre à un acteur qui est majeur dans ce domaine, qui est la Chine, qui a cette stratégie de devenir le monopole mondial des technologies vertes. Et clairement, Donald Trump risque d'offrir cela sur un plateau d'argent à Pékin. Donc il y a un vrai risque quelque part pour l'économie américaine de ne pas être dans cette course mondiale à la transition écologique. Donc vous dites déjà sur cette première promesse, peut-être qu'il y aura en tout cas soit un coup de frein, soit une incapacité, parce que le marché lui rappellera la réalité. Je reste avec vous, Nel Makarov, sur quand même cette promesse de guerre commerciale que Donald Trump veut relancer dès les premiers jours de son mandat. Il a dit je signerai les premiers décrets, hausse des droits de douane, etc., etc. Quelles conséquences ça peut avoir, notamment sur ces enjeux environnementaux dont on parle? A des conséquences très directes, en tout cas sur l'industrie européenne. Typiquement, le secteur de l'éolien en Europe exporte énormément vers les États-Unis, de même que l'automobile. Donc clairement, l'industrie européenne risque d'être d'autant plus fragilisée par ces tarifs douaniers. Et il y a aussi des conséquences très indirectes aussi pour notre industrie verte européenne. Typiquement, si le marché américain se ferme pour les produits chinois, ces produits chinois vont devoir trouver d'autres débouchés. Ils viennent chez nous. En particulier sur le marché européen, ce qui risque d'accroître la concurrence vis-à-vis de l'industrie verte européenne, qui est déjà très mal en point. Si vous pensez par exemple au producteur de batteries Northvolt en Suède, qui est en train de faire banqueroute, ou aux usines notamment de pompes à chaleur dans l'ouest de la France qui sont en train de licencier, clairement, la concurrence chinoise risque d'être beaucoup plus ardue à l'échelle européenne, ce qui menace aussi notre industrie. Et Virginie Leroux, quelle réponse l'Europe peut apporter? Parce qu'on a vu au moment de l'IRA, l'Inflation Reduction Act, que bon ben voilà, on est 27 pays, on a une structure de fonctionnement de l'Union européenne qui fait qu'on va moins vite pour prendre des décisions. Moi, je pense que, en tout cas, la vue qu'on défend chez AXA IM, c'est que ça doit être, ces élections américaines, ça doit être le sursaut pour l'Europe, et que l'option à privilégier, c'est une accélération de l'électrification de l'économie européenne. C'est très clair. Mais c'est très clair, moi je suis d'accord avec vous, sauf que on a eu un Green Deal voté lors de la précédente mandature du Parlement européen. Depuis, il y a eu des élections, il y a eu un centre de gravité, on va dire, du Parlement qui va un petit peu plus vers la droite et l'extrême droite, et une tentation, on verra, mais une tentation d'en rabattre sur l'ambition ou les ambitions du Green Deal. Donc c'est contradictoire par rapport à l'enjeu dont vous parliez à l'instant. Je pense que le monde politique n'est pas toujours à une contradiction près. Voilà, mais je pense que ne serait-ce que économiquement, et au-delà d'un coût qui reste considérable, qu'il ne faut pas négliger, mais à moyen terme, c'est un enjeu de toute façon de sécurité, de souveraineté. Et si on regarde juste aujourd'hui la facture énergétique qui correspond aux importations quand même massives de combustibles fossiles, réintégrer ça dans l'équation, ça permet de... Quel bilan carbone on peut faire du premier mandat de Donald Trump? Si on se dit, tiens, bon, il revient, voilà, il y a ces craintes sur ces enjeux environnementaux, biodiversité, etc. Finalement, quel bilan carbone on peut faire de son premier mandat? Ça a été calamiteux ou pas tant que ça? Non, pas du tout. Globalement, quand on regarde les chiffres, depuis une dizaine d'années, les émissions carbone des États-Unis ont graduellement baissé. Alors, ne nous leurrons pas, le moteur principal, ça a été quand même la sortie graduelle du charbon. Donc, ça questionne également le rythme futur de cette baisse, mais en tout cas, elles ont baissé à la fois en absolu, en intensité, y compris sous le premier mandat de Donald Trump et hors effet Covid. Et pourtant, pendant ce premier mandat, il sort des accords de Paris. Enfin, il sort les États-Unis des accords de Paris. Alors,
Comment ça s'est passé? Il y a eu un effet retard, en fait. Ça a pris du temps avant que les États-Unis sortent vraiment des accords de Paris, c'est ça? Déjà, quand on annonce la sortie de l'accord de Paris, il y a quelques années, il me semble que c'est 2 années avant qu'il y ait une sortie effective de l'accord de Paris. Et puis, vous avez énormément d'acteurs américains qui se sont engagés à rester dans l'accord de Paris, notamment des États américains comme la Californie, New York, qui ont continué à investir dans la transition écologique, qui sont même devenus quelque part certains des champions des renouvelables ou même du véhicule électrique. Donc, malgré la politique de Washington, quelque part, les États américains, eux, restaient dans la course à cette transition. Et vous pensez que ça va continuer, là, pour le second mandat de Trump? Enfin, c'est un État fédéral, les États-Unis, et donc il y a une autonomie assez forte de la Californie, de New York, pour reprendre les exemples que vous citiez. Et même maintenant du Texas, qui a plus d'éoliennes que la Californie. Donc c'est intéressant de voir même des États républicains mobilisés sur la question de la transition écologique, non pas pour une question de climat, mais pour une question purement économique. C'est rentable d'investir dans la transition écologique. Par contre, l'effet de l'administration Trump peut être très néfaste d'un point de vue international. Parce qu'évidemment, en sortant à nouveau de l'accord de Paris, il risque d'affaiblir le régime de négociation climatique au niveau international. Il risque aussi de créer un effet contagion. On pense par exemple avec l'Argentine de Javier Milei qui a cette tentation de sortir de l'accord de Paris avec Donald Trump. Donc il y a un effet global un effet domino qui peut être assez néfaste quand même dans la lutte contre le dérèglement climatique. Je veux bien entendre votre avis là-dessus aussi, Virginie Derue, le signal d'une certaine façon envoyé à d'autres pays. Bien sûr, le signal, il est très clairement négatif, ça c'est certain, notamment envers des pays comme l'Inde. Enfin, moi, je pense aussi à l'Inde, qui aujourd'hui est déjà parmi les plus gros émetteurs et qui a encore des besoins considérables de développement. Donc, il y a le signal, mais je pense quand même, encore une fois, qu'il y a des garde-fous. Au global, aujourd'hui, les renouvelables, ils sont compétitifs. Voilà. Donc, c'est aussi ces réalités économiques et financières qui primeront sur le politique. Dernier thème, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle du rôle d'Elon Musk, parce que qui va se retrouver donc à la tête d'une commission chargée de faire la chasse au gaspillage parmi les agences fédérales, ce qui lui donne un pouvoir quand même important. Craignez-vous que les agences en charge des questions environnementales soient les premières à payer d'une certaine façon? Honnêtement, ça ne serait pas une nouveauté. On l'a vu dans d'autres États, typiquement l'Argentine, quand Javier Milei est arrivé au pouvoir, il a supprimé tout simplement des agences pour l'environnement. Il est fort probable qu'aux États-Unis, on retrouve un peu la même dynamique. Alors peut-être pas la suppression totale, mais en tout cas la coupe dans les effectifs, dans les budgets, dans les normes. Mais encore une fois, ça risque d'affaiblir vraiment avant tout l'économie américaine, parce que si les Américains ne sont pas capables d'innover grâce à ces standards environnementaux, il y a fort à parier que ce soit la Chine qui prenne la place de leadership industriel à l'échelle mondiale, parce qu'eux investissent massivement, ils innovent et vont bien plus vite. Donc il y a un vrai risque pour l'économie américaine, et ici, peut-être qu'Elon Musk peut peut-être tempérer un peu l'ardeur de Donald Trump, mais bon, on verra. Oui, moi j'en doute un peu, je ne sais pas ce que vous en pensez, Virginie Derue, parce qu'il est un peu jugé parti, Elon Musk, notamment avec sa méga fusée SpaceX, qui a des effets sur la biodiversité autour du pas de tir, qui lui valent des procédures judiciaires, notamment de la part d'agences de défense de l'environnement. Bon. Alors, moi, ma réponse à cette question-là, elle est double. La première, c'est que moi, j'attends de voir un peu combien de temps la lune de miel va durer, parce qu'on a quand même affaire à 2 fortes personnalités. Comme vous le dites, il y a des conflits d'intérêts qui sont quand même majeurs. Je suis complètement d'accord avec Neil sur le sujet réduction d'effectifs, coupe dans la recherche, tous azimuts, c'est très clair. Après, encore une fois, il y a quand même, je pense, sur le terrain des contre-pouvoirs, et les grandes sociétés internationales, elles font aussi face à la pression des investisseurs sur les questions environnementales. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.
Smart Ideas avec Pascal Poncet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Water Connect, vous l'avez créé en 2018 avec Yves Pucheral. Et avec quelle idée? Racontez-moi. En fait, Yves Pucheral et moi, nous sommes deux entrepreneurs. Et donc, moi, je suis issu du monde de l'arrosage automatique et de la fontainerie. Ouais. Et mon associé, lui, est né du mobilier urbain. Et l'idée, c'était de se dire, parce qu'on ne travaille que dans l'innovation, l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut apporter des dispositifs innovants pour lutter contre les îlots de chaleur urbains face au dérèglement climatique. Et donc, vous proposez des oasis de fraîcheur, c'est ça? Exactement. Alors, sous différentes formes? Oui, parce qu'effectivement, l'idée de base, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut apporter des dispositifs qui soient multi-usages, qui soient accessibles à tous, et puis qui soient aussi connectés, parce que maintenant on est effectivement dans les villes intelligentes. Donc c'est pour ça qu'on a développé plusieurs dispositifs. Et l'idée originale, en fait, finalement, c'était comment lutter contre le street pooling. Vous savez, ces enfants qui cassent les bornes à incendie. Et c'est à partir de là que l'idée a germé de mettre en place des dispositifs rafraîchissants et hydratants pour l'ensemble de la population. C'était ça l'idée. Ouais. Avec une étape quand même assez magique. Là, cet été, avec les Jeux Olympiques, contrat avec les autres paris, c'est ça? Et pour proposer quel service? Alors, en fait, c'est issu d'un concours national qui s'appelait la Fontaine du 21e siècle. Donc, dans le jury, vous aviez Haute-Paris, la ville de Paris, la Solidio qui font les travaux, effectivement, pour les JO, et le PT Pleine Commune qui sont les héritiers des mobiliers urbains. Et donc, on a développé la Fontaine en collaboration, effectivement, avec Haute-Paris. Et l'idée, c'était d'avoir un mobilier urbain qui prenne le moins de place sur le domaine public et qui soit multi-usage et multifonction et évolutif. Et alors, c'est quoi les usages? Il y en a plein. Donc, en fait, vous avez un accès pour les enfants, vous avez un accès pour les personnes à mobilité réduite, mon associé est paraplégique, donc c'est important, accessibilité universelle. Vous avez un accès à boire pour les adultes, comme vous et moi. Vous avez aussi un accès pour remplir votre bouteille, pour les passants, les sportifs. Vous avez aussi un dispositif brumisant. Et vous avez jusqu'à l'ombrière, parce qu'on fait aussi un dispositif pour mettre de l'ombre, pour faire pousser des plantes, etc. Le tout en totale autonomie. Et en prenant le moins de place possible, le moins d'emprise possible. Ah oui, parce que vous savez très bien que sur le domaine public, il y a de plus en plus de publicité, donc il faut éviter qu'il y ait beaucoup d'emprise sur le domaine public. Et la contrainte technique, c'était que toute la technique, justement, puisse tenir dans un fût le plus simple possible, 22 cm de diamètre. Donc vous voyez, on peut tout faire. C'est effectivement une emprise très faible. Qui sont vos clients? Les collectivités locales principalement? Ah oui, essentiellement 80-90%, ce sont effectivement les collectivités territoriales. Donc c'est un peu mon travail, c'est d'aller les rencontrer, faire des salons, faire des ateliers, faire des soirées. Et donc on est membre de beaucoup de réseaux de chefs d'entreprise ou autres, effectivement, pour travailler sur ce sujet-là. Avec récemment, il y a plein d'exemples de villes, mais là j'ai vu qu'à Lyon, il y a eu aussi des installations relativement récentes. Alors là, c'est quoi? C'est un peu comme la Fontaine universelle? C'est autre chose? C'est la Fontaine universelle. C'est suite à un salon professionnel. On fait plusieurs salons professionnels. Celui-ci était suite au salon Paysalia, qui regroupe tous les architectes paysagistes. Donc les villes sont friandes de nouveautés. Et donc on s'est rencontrés sur ce salon-là avec un distributeur que je connaissais de mon ancien milieu. Et donc ça s'est fait tout naturellement. Effectivement, on a installé 2 fontaines sur la commune de Lyon cet été. Alors il y a aussi quoi? Des dômes végétalisés, c'est ça? Ah oui. Ça ressemble à quoi, ça? Vous êtes bien renseigné. Donc effectivement, l'idée c'était de se dire, pour faire du rafraîchissement, il faut de l'eau, de l'ombre et de la fraîcheur. Il nous manquait le végétal pour faire cette vraie fraîcheur. Et donc l'idée, c'était de rajouter sur cette fontaine universelle des feuilles qui viennent se mettre autour, effectivement, sur des bancs pour pouvoir se reposer. Et l'intérêt, c'est que c'est alimenté automatiquement par la fontaine, puisqu'en son centre, vous avez automatiquement de l'eau. Et donc les plantes poussent automatiquement, puisque vous avez des sondes qui viennent vérifier s'il y a des stress hydriques ou pas. Et à partir de là, on vient alimenter automatiquement les plantes pour qu'elles viennent créer de l'ombre toutes seules. Des kiosques aussi? Ah oui, alors ça c'est le projet, c'est le premier projet. Ça a été créé pour ce que je disais à l'origine, pour les street pooling et lutter dans les quartiers sensibles où les enfants ne peuvent pas partir, vous savez, en plein été. Donc l'idée c'était d'apporter des points d'eau. Plutôt que de faire des grosses fontaines monumentales où je fais mon ancien métier, l'idée c'est de créer plusieurs points d'eau, dispositifs. Et l'idée, c'était de dire il faut une simple arrivée d'eau potable, on se connecte dessus, c'est très solide, on le pose juste en été, on le démonte en octobre, novembre, et puis les enfants, ils adorent ça. Et ce qui a fait la différence, c'est que c'est très solide,
ça consomme rien du tout. Et puis surtout, les enfants l'ont approprié. Et ça mouille, parce que si ça mouille pas, il n'y a aucun intérêt. Donc, on ne s'amuse pas. Eh bien oui, donc ils vont casser la borne incendie, donc pour éviter de le faire. Voilà, il faut créer des dispositifs innovants. Et un gros impact, c'est qu'il faut savoir qu'une borne incendie, ça consomme entre 100 et 140 mètres cubes heure. C'est juste phénoménal, et c'est de l'eau potable. Et nous, quand vous mettez nos dispositifs, c'est entre 4 et 5 mètres cubes par mois pour tout un quartier. Vous voyez, la comparaison, il y a une échelle qui est énorme, et donc c'est pour ça que les collectivités territoriales sont très intéressées. Le tout, c'est important, sans électricité, ça marche tout seul. Merci beaucoup Pascal Poncet et bon vent à Waterconnect. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je remercie très vite Marie Billat, Alexis Mathieu à la programmation, Romain Luc le réalisateur, Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Salut.